suis Camille Mercier-Sandor, je suis interprète de conférences, je suis membre de l'AIC, l'Association internationale des interprètes de conférences, et c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui sur ce thème des assises. Donc le thème, c'est celui du plurilinguisme entre universalité et diversité, et c'est un thème qui m'a interpellée personnellement parce que je suis arrivée à l'interprétation au travers de mes études de philosophie, ou plus particulièrement au travers d'un texte de Habermas, que je n'ai pas réussi à retrouver, mais qui parlait de la traduction, et notamment de la traduction de la Bible, et plus spécifiquement des traductions de la Bible, le fait qu'il y ait eu des variations de traduction dans le temps. Et le propos était de montrer que ces traductions, si elles sont variées, je ne suis pas assez près du micro ? Que si ces traductions sont variées, elles ne sont jamais que des variations sur un même thème et pas des divergences irréconciliables, et ce qui donc montrait qu'au-delà des mots qui pouvaient varier, au-delà de ces traductions qui pouvaient varier, il y avait quand même un fond commun. Alors à l'époque, j'étais étudiante en philosophie, et la question de la vérité est un des sujets qui préoccupe beaucoup les philosophes. En tant qu'étudiante, ce qui me préoccupait aussi, c'était notre capacité en tant qu'être subjectif et limité à se saisir d'une vérité. Et donc cet exemple a été pour moi quelque chose de très rassurant, de se dire que malgré les diversités de traduction, il y avait néanmoins quelque chose qui semblait fonctionner, et que ce qui fonctionnait, c'était cette communication. Le fait que malgré les malentendus qu'on peut connaître dans la vie quotidienne, malgré les exemples de conflits, de guerres, on les voit aujourd'hui en Europe, qui semble démontrer que le langage ne fonctionne pas, qu'il y a une impuissance du dialogue. En attendant, la traduction, que ce soit dans sa forme écrite ou orale, montre bien qu'il y a une possibilité de communication. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis lancée dans des études d'interprétation de conférences, l'objectif étant d'être un agent facilitateur dans un dialogue qui serait constructif, plutôt que d'être une des parties à la discussion. Alors l'idée, c'était qu'en étant cet intermédiaire, donc en étant interprète, on est à la fois effacé, mais à la fois présent et attentif aux différentes perspectives qui sont exprimées, sans devoir prendre position. Et donc, on a le loisir d'explorer d'autres vies que la sienne, pour paraphraser un auteur français, Emmanuel Carrère, et de mieux comprendre le monde autour de nous. Donc c'est en tant qu'interprète aujourd'hui que je m'exprime, en tant que membre de l'association des interprètes de conférences, qui rassemble des interprètes à la fois pour défendre nos conditions de travail, et donc on en vient à ce que vous disiez sur l'importance du multilinguisme dans des institutions telles que l'Union européenne, mais aussi qui a pour objectif de contribuer au dialogue international, donc au travers de l'interprétation. Je parle aussi en tant que personne qui a grandi d'abord au Royaume-Uni et ensuite en France, de deux parents de nationalités différentes et de deux langues différentes qui, bien qu'étant des langues qu'on dirait majoritaires aujourd'hui, sont néanmoins deux langues différentes. Et donc l'enjeu de la langue et de la culture dans notre identité et dans notre expérience de la diversité au quotidien, et la question de trouver quelque chose d'universel sont des sujets qui m'ont interpellée dès mon enfance. Donc, comme je vous le disais, j'ai d'abord été élevée au Royaume-Uni, sans raison particulière de penser que je viendrais vivre en France à un moment ou à un autre. Donc, je parlais anglais, je comprenais le français que ma mère me parlait, mais je pense que les enfants n'aiment pas être différents des autres, et donc c'était certainement pas une langue que je cultivais, ni une culture qui m'intéressait particulièrement. Et suite à une série d'événements, on est venu s'installer en France, et il m'a bien fallu changer de langue, de culture, voire d'identité.
En effet, voilà, j'étais enfant, je n'avais pas envie d'être différente des autres et donc je n'avais pas envie d'être l'anglaise de service et donc j'ai tout fait pour me fondre dans le modèle français. Mais évidemment, il y a certaines choses qui ne trompent pas. J'ai un nom double, je m'excusais tout le temps, une habitude très anglaise. Et inversement, quand je retournais au Royaume-Uni et que je retournais à l'école parce que les vacances ne coïncidaient pas, je me rendais bien compte que je ne me comportais plus de la même façon, que j'étais beaucoup moins civique qu'auparavant. Et que plus tard, je m'habillerais de façon différente, toujours avec un foulard qui est apparemment un signe très français. Donc ça n'est que une fois que j'ai entamé mes études d'interprétation à l'ESIT à Paris que j'ai commencé à me réconcilier avec ce qu'on m'avait présenté ou ce que je ressentais comme étant une dualité, un duel entre ces deux identités, entre ces deux langues. Et donc en effet, à l'ESIT, je rencontre des gens qui viennent d'horizons autrement plus complexes et diverses que la mienne, ou pas d'ailleurs, des gens qui sont des gens qui ont été élevés dans un univers monolingue, mais pour qui la diversité était, au-delà du slogan, quelque chose de réellement intéressant et de stimulant et pas une menace à l'entente. C'est aussi un environnement dans lequel je me suis rendu compte que cette diversité n'était pas antithétique de l'universalité, au contraire, c'était cette diversité qui était l'expérience universelle. Et aussi un univers où l'universalité était rendue possible grâce au plurilinguisme et au travers du plurilinguisme. Donc je me suis rendu compte à cette occasion que je m'étais sans doute trompée sur l'universalité qu'on a tendance à rendre synonyme d'unicité et de la diversité comme une somme d'identités qui ne serait pas capable de rentrer en dialogue. Et je pense que cette dichotomie, c'est le thème de cette table ronde était le fait que c'était une problématique très actuelle. Je pense que cette dichotomie, notamment en France, est d'un pays centralisateur avec le concept de l'universalisme républicain. C'est une dichotomie sur laquelle on met beaucoup l'accent, en oubliant que le plurilinguisme est plutôt la norme que l'exception. Plus de la moitié de la population mondiale parlerait deux langues ou plus. Que la multiplicité des identités est bien ce qu'on a tous en commun et que le vrai danger est celui d'un récit unique, pour reprendre l'expression de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, qui parle du fait que ce récit unique nous réduit à une seule dimension de nous-mêmes. On oublie aussi que l'universalité est supposée englober. Le universel, selon Larousse, c'est le caractère de ce qui embrasse tous les êtres et toutes les choses. Et donc, l'universalité est supposée embrasser la diversité plutôt qu'à la faire disparaître. Alors, qu'en est-il de l'interprétation dans tout cela? Donc, je vous parlais de l'exemple d'Habermas avec les différentes traductions de la Bible et qui met le doigt sur l'erreur que l'on fait en opposant la diversité à l'universalité. Alors, l'interprète, dans l'exercice concret de son métier, va chercher à saisir le sens qui est énoncé par une personne singulière et, en passant par sa propre singularité, le transmettre à d'autres personnes singulières, elles aussi. Et en faisant cet exercice, démontre par l'action qu'il est possible de communiquer, qu'il est possible de mettre quelque chose en commun ou d'avoir quelque chose en commun. Et en passant d'une langue à l'autre, et ça a été dit par notre collègue traductrice littéraire hier, Anna Maria Lupan, on met en évidence un phénomène dont on fait l'usage au quotidien, même dans une seule langue. C'est un mécanisme qui existe dans toute communication, c'est-à-dire de faire cette traduction, de passer de mots à un sens, de passer de quelque chose de singulier à quelque chose de commun. Et le plurilinguisme nous aide sans doute à prendre ce recul, à sortir d'une vision totalement monolingue, monolithique, qui nous donne l'illusion de l'objectivité. Et pour toujours citer Chimamanda Ngozi Adichie, en parlant du récit unique, elle parle du fait que ce récit crée des stéréotypes. Et le problème des stéréotypes, c'est pas qu'ils sont faux, mais qu'ils sont incomplets et qu'ils font d'un récit unique le seul récit.
Et ce récit, comme on l'a vu, est aussi un récit sur les autres. C'est certaines personnes qui racontent l'histoire d'autres personnes, et à ce titre, c'est une prise de pouvoir, une domination, comme on l'a vu avec la domination d'une langue sur d'autres. L'universalité souvent a été instrumentalisée à cette fin pour écraser les différences et les singularités. Et bien souvent, cette universalité est aussi un leurre, comme vous l'avez dit, cette universalité est utilisée à des fins différentes. L'universalité est rarement aussi universelle qu'on la voudrait. Voilà, l'universalisme républicain reste un universalisme qui s'est appliqué à une certaine partie de la population pendant longtemps et continue parfois de l'être. Donc l'interprétation permet aux singularités, aux personnes qui s'expriment, d'être entendues, de les faire dialoguer, ne serait-ce au moins qu'avec l'interprète lui-même ou elle-même. Le fait qu'un discours soit interprété veut dire que la personne qui l'a prononcé, à minima, est rentrée en dialogue avec l'interprète. Que la personne à qui ce discours est destiné ait envie d'entendre le propos ou non. Donc concrètement, l'interprète va rentrer en dialogue avec ce qui est dit par l'orateur ou l'oratrice. Et lors de ma formation, une des consignes qu'on nous avait données, c'était qu'il fallait toujours anticiper ce qui allait être dit. Même si, quitte à être surpris par ce qui finalement était dit par la personne et qu'on allait traduire. Et il faut évidemment que l'interprète entende ce qui a été dit pour pouvoir le traduire, mais son écoute est une écoute active et une écoute informée, où on projette ses connaissances du contexte, de nos connaissances sur la personne qui prend la parole, et ces projections sont au fur et à mesure réajustées au discours qui est réellement prononcé. L'interprétation dans ce sens a une portée tout particulièrement humaniste et politique, notamment à un moment où il y a, notamment en France mais ailleurs dans le monde, un débat identitaire. L'interprétation permet donc à ce que les personnes qui s'expriment soient entendues et puissent exprimer leur singularité. Alors, on a beaucoup entendu parler de la polémique autour de la traduction du poème d'Amanda Gorman à l'occasion de l'investiture de Joe Biden l'année passée. La question était de savoir qui était la bonne personne pour traduire, qui serait la meilleure personne pour traduire ce poème. Alors, cette polémique sociopolitique, à mon sens, ne va pas contre l'idée de l'universalité subjective de l'interprétation et de la traduction. Bien au contraire, elle souligne que la traduction est un exercice qui engage la subjectivité des traducteurs ou des interprètes, et que, à ce titre, plus la communauté des interprètes et des traducteurs sera diverse, plus riche sera le dialogue plurilingue. Et donc, en insistant sur l'importance d'une communauté d'identité entre l'auteur et la personne qui la traduit, c'est une forme de réparation historique qui est demandée. Mais la question de savoir qui est le bon interprète ou le bon traducteur est plutôt celui de savoir qui... Enfin, la réponse à savoir qui est le bon interprète, le bon traducteur, serait celle de la personne qui a conscience de ses limites subjectives, qui a conscience de ne pas être universel, de ne pas être objectif, et qui est prêt à rentrer en dialogue avec la personne traduite, en refusant de céder à l'illusion de l'osmose et à l'idée que l'on effacerait à la fois la singularité de la personne qui parle ou qui écrit et de celle qui traduit dans une traduction qui serait totalement identique. Donc, au vu du contexte actuel, on ne peut qu'espérer que cette forme de traduction, d'interprétation et l'exercice que ça demande soit quelque chose qui soit plus largement partagé. Et
je voulais terminer justement sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans une ère très technologique, où l'on cherche, notamment dans le domaine de la traduction et de l'interprétation, à trouver des solutions de traduction ou d'interprétation automatique. Alors, je n'ai absolument pas les connaissances techniques pour parler de la fiabilité de ces systèmes ou de leur efficacité, mais ce qui m'interpelle le plus, c'est que ce type de technologie aurait pour conséquence de vider de son sens le plurilinguisme. À quoi bon apprendre d'autres langues, à faire cet effort, si des technologies nous permettent de communiquer sans devoir faire cet exercice de se confronter à une autre langue et à une autre culture. Et ce qui, comme on a pu le voir dans les présentations précédentes, serait une source d'appauvrissement. Le plurilinguisme, en effet, nous permet de voir à quel point les mots ne sont jamais suffisants, ou en tout cas que les mots qui sont dans une seule langue ne suffisent pas, que parfois il y a des mots dans d'autres langues qui permettent de dire des choses qu'on ne peut pas dire dans la nôtre, et que ces langues s'enrichissent et augmentent notre vision du monde plutôt que ne rentrent en confrontation. Ces technologies rendraient donc caduque l'exercice de la traduction et de l'interprétation, et ce qui viderait de son sens, en effet, l'acte qui est politiquement signifiant de la traduction et de l'interprétation, qui permet à chacun de s'exprimer dans sa singularité, mais néanmoins d'être compris des autres. Pour conclure, je voulais revenir au titre des assises, le plurilinguisme entre diversité et universalité, pour dire que le plurilinguisme, clairement, est le trait d'union entre ces deux concepts, entre la diversité et l'universalisme. Et à ce titre, je pense que les traducteurs et les interprètes ont un rôle clé à jouer. Merci.